Et à tous, je vous prie sincèrement de m'excuser pour la déception. Je sais que vous attendiez le président du département qui vous prie de l'excuser pour des contraintes d'agenda, vous l'aurez compris. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous cet après-midi. Donc Loïc Le Daniel, je suis en charge de l'habitat et du logement. Avant peut-être de vous faire partager quelques constats et enjeux par rapport à la question du logement et de l'habitat dans les Landes, remercier la Ligue des droits de l'homme pour cette initiative, vous remercier pour votre mobilisation. Évidemment, on est convaincu qu'il ne suffit pas de réfléchir entre techniciens, entre élus, et que c'est extrêmement important de vous associer aussi, parce que c'est l'avenir des Landes qui se joue en réalité au travers de cette problématique-là. Le département des Landes reste un des départements les plus attractifs de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on appelle la croissance démographique, elle a légèrement fléchi. On accueillait plus de 5000 habitants sur la période 2008-2013 et entre 2014 et 2020, on a un rythme de croissance annuelle de 0,7%. Dans les faits, ça veut dire que chaque année, on accueille 3000 nouveaux habitants. Donc ce taux de croissance, il est significatif, mais il masque en réalité trois tendances qui, associées aux évolutions sociétales, les séparations, les divorces, la décohabitation des jeunes notamment, justifient l'augmentation des besoins en logement permanent ces dernières années en termes de résidence principale et prioritairement à coût abordable. Cette croissance démographique, elle masque une accélération du vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a des ménages qui sont de plus en plus petits. Et donc, on a besoin de davantage de logements. Elle masque aussi le maintien d'une attractivité externe. C'est-à-dire que dans les Landes, la croissance démographique, elle est uniquement liée aux Néo-Landais, à l'arrivée de nouvelles populations, puisque notre solde naturel est déficitaire. Il faut savoir que parmi les 3000 Néo-Landais qu'on accueille chaque année, il y en a à peu près quand même 30% qui sont en situation de vulnérabilité. Vulnérabilité financière, psychologique, de par l'âge et la perte d'autonomie. Et cette croissance démographique, elle masque aussi un découplage important entre la dynamique littorale, puisque c'est le littoral finalement qui porte la croissance démographique, près de 82% de la croissance démographique. C'est aussi les territoires où les prix de l'immobilier ont connu les flambées les plus importantes durant la dernière décennie. Et on peut imaginer malheureusement que ce phénomène-là ne se renverse pas complètement dans les années à venir. Vous avez tous conscience de la loi climat et résilience qui évidemment nous invite à plus de sobriété, à retravailler le tissu urbain existant, à arrêter de se développer en extension, à préserver les secteurs agricoles, naturels et forestiers. Et évidemment, le fait de limiter le potentiel de développement occasionnera probablement aussi une surenchère sur les prix des fonciers qui restent ouverts à l'urbanisation. Donc un découplage important entre la zone littorale qui porte la croissance et où les prix de l'immobilier sont les plus importants. Un littoral où l'activité économique est encore extrêmement importante, c'est-à-dire quand on regarde les créations d'entreprises dans les Landes, elles sont aussi beaucoup portées par la frange littorale du département et les autres territoires, des territoires un petit peu plus ruraux et les deux agglomérations landaises. Bien que le département des Landes soit le département de Nouvelle-Aquitaine, et j'ouvre toutes les guillemets possibles, le plus préservé aujourd'hui en termes de pauvreté et de précarité, on sait qu'on a plus de 22 000 foyers qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. 30 000 ménages sont en situation de vulnérabilité, ce qui veut dire qu'environ 15% des ménages landais sont dans des situations de grande fragilité. Quand on regarde ces ménages landais, on s'aperçoit qu'à 44%, ils sont composés de familles ou de couples. À 38%, ce sont des personnes isolées, seules. Et donc, vous l'aurez compris, une personne égale un logement. Et à 18%, ce sont des familles monoparentales. C'est une situation qui nous préoccupe beaucoup. Quand on regarde le revenu médian de l'ensemble des ménages EPCI par EPCI, on sait bien que les ménages qui ont les revenus les plus bas sont les familles monoparentales. On a des tensions qui sont littéralement exacerbées sur le département. C'est le cas de tous les départements littoraux. Je pense à la Charente-Maritime, au volet Pays Basque pour les Pyrénées-Atlantiques, à la Gironde.
on a des prix de l'immobilier qui n'ont cessé de croître. On a analysé toutes les transactions immobilières et foncières à l'échelle du département entre 2010 et 2021. On a regardé tous les segments, terrains à bâtir, maisons, appartements. Et si vous aviez acheté une maison il y a 10 ans, en moyenne dans les Landes, vous l'auriez payé 95 000 € de moins. Ce qui veut dire que vous auriez économisé 100 000 €. Ça, c'est une moyenne départementale. Ce qui veut dire qu'en réalité, sur les territoires les plus tendus, et c'est le cas évidemment de la frange littorale, cette augmentation, elle est d'autant plus forte. Et on a bien une forme de ségrégation qui s'installe avec des marchés qui sont de plus en plus sélectifs et davantage de ménages qui n'arrivent pas à se loger. On parlait tout à l'heure du cas des saisonniers. C'est une vraie problématique, pas uniquement durant l'été, Laurent Sipel vous en parlait, on a aussi beaucoup de saisonniers du secteur agricole qui sont concernés. On a une question liée au logement des jeunes qui est particulièrement préoccupante aussi, et puis on a le logement familial. Et dans ce contexte-là, évidemment, et malgré les nombreuses difficultés qu'a traversé le secteur du logement social, du logement HLM ces dernières années, on a quand même réussi à proposer des réponses adaptées aux ménages les plus fragiles. On a dans les Landes un plan départemental de l'habitat. Ce plan, il est copiloté par l'État et le département, et on s'est fixé un certain nombre d'objectifs entre 2021 et 2026. Un de ces objectifs consiste à produire 700 logements locatifs sociaux par an et 350 logements en accession sociale à la propriété. Donc vous voyez une offre dans le parc public qui est composé de plus de 1000 logements qui doivent être produits par an pour répondre à la demande. Sachant que ce plan-là a été travaillé entre 2019 et 2020 et que les demandes n'ont cessé de croître depuis. Donc en réalité, on aurait besoin encore de davantage de logements. Pour vous donner une petite idée, dans les Landes, en moyenne, ces 10 dernières années, on a construit 3330 logements chaque année. Donc la part de l'offre conventionnée, publique, à prix abordable, sociale, c'est un tiers du volume de ce qu'on a construit. Vous le savez, avec les coûts de construction qui ont explosé, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, qui a un impact sur tous les bailleurs sociaux qui ont tous leurs prêts indexés sur le livret A. Quand le livret A augmente, pour tous les épargnants, c'est une très bonne nouvelle. Pour un bailleur social, ça veut dire des encours qui augmentent aussi. La difficulté qu'ont les ménages aujourd'hui à accéder au logement de par la frilosité des banques à prêter est venue complètement gripper la machine. Que ce soit volet promotion immobilière, que ce soit volet logement social, d'autant qu'on a eu des réglementations liées à la baisse des APL, à l'instauration de la réduction du loyer de solidarité, qui ont conduit finalement à faire des économies en prélevant près d'1,3 milliard chaque année sur les organismes de logement social. Pour vous donner une idée, XL Habitat, qui est l'Office public de l'habitat, c'est une perte de recettes nettes de 3 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'on grève sa capacité d'investissement de 3 millions d'euros par an. Malgré toutes les difficultés là, que j'ai pu rapidement vous dépeindre, on a en moyenne livré chaque année entre 2020 et 2022 810 logements sociaux. Donc vous voyez qu'on a réussi, malgré tout ces dernières années, à produire une quantité importante de logements en locatif social et de logements en accession sociale à la propriété. Alors évidemment, tout ça est très lié à la volonté locale, à la volonté des élus locaux, à la volonté des populations de créer une offre qui soit abordable pour chacun. Parmi les logements qui ont été livrés et parmi ceux qui sont agréés par les services de l'État, certains ont une vocation très sociale. C'est dans le jargon ce qu'on appelle des logements financés en PLAI, le prêt locatif aidé d'intégration, qui est une redevance la plus basse possible et qui s'adresse aux ménages qui ont les plus petits revenus. Donc dans les Landes, on a un parc d'environ 15 244 logements locatifs sociaux et il y en a 5 200 qui sont vraiment à vocation très sociale. Ces 5 dernières années, on a des demandes qui n'ont cessé d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rythme dans les Landes d'évolution de la demande qui est supérieur à la moyenne régionale, qui est supérieur à la moyenne nationale. Quand on regarde finement les demandes, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les demandes se concentrent sur les 2 agglomérations et certains territoires qui sont déjà extrêmement tendus mais qui portent l'emploi. C'est le cas du Seignax, de Max, des Grands Lacs, évidemment de Mimizan. On comptabilise aujourd'hui à peu près 12 000 demandes en attente
Dans ces 12 000 demandes, on a un tiers des demandes qui sont des demandes de mutation interne. C'est-à-dire j'occupe déjà un logement dans le parc public, mais pour des raisons diverses, je viens d'avoir un enfant, le logement est dorénavant trop petit, donc j'aurais besoin d'un logement plus grand, ou bien je viens de me séparer, au contraire j'occupe un grand logement, j'aurais besoin d'un logement plus petit. Dans ce cas-là, on va faire une demande de mutation interne. Les 2 tiers des 12 000 demandes sont des demandes nouvelles. Et ce phénomène-là est bien lié au fait que le logement, y compris dans le parc libre, est aujourd'hui trop cher pour un certain nombre de ménages qui mécaniquement, chaque année, se reportent sur le logement social. C'est une des progressions les plus fortes, je vous le disais, de Nouvelle-Aquitaine. Et prioritairement, le logement social va s'adresser aux personnes les plus en difficulté. Nous, on se rend compte qu'à 76%, les logements locatifs sociaux, les attributions de ces logements-là ont été faites au bénéfice des demandeurs qui avaient des plafonds de ressources inférieurs au PLAI. Je vous le disais, c'est vraiment le prêt qui fixe les conditions les plus basses et qui est le prêt le plus social. On observe que depuis 2018, au-delà du logement social, on a eu une progression significative de l'offre d'accueil, d'hébergement et d'insertion dans le département, qui là est en difficulté clairement des personnes, est destiné aux personnes en grande difficulté. On a des places d'intermédiation locative. Alors l'intermédiation locative, c'est un dispositif qui permet de sécuriser et de simplifier la relation entre le locataire et le propriétaire par l'intermédiaire d'un tiers social. Ces places-là, elles ont augmenté. L'augmentation depuis 2018, elle est de plus 161%. Des places en pension de famille qui ont vraiment vocation à être des logements pour accompagner, sans délai de temps, des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire, plus 22%. Des résidences habitat jeunes, qu'on appelait auparavant des résidences sociales FJT, on a eu plus 23%. De places qui ont été développées et des structures et places pour l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés qui là aussi ont fait l'objet de renforcement. Alors évidemment, ce développement, il doit se poursuivre, on en est convaincu, et on est aussi dépendant des crédits de l'État en la matière. Il doit se poursuivre ce développement parce qu'aujourd'hui on estime à plus de 1200 ménages dans les Landes qui ont un besoin de logement ou d'hébergement accompagné et à environ 1000 ménages qui eux nécessiteraient une mise à l'abri. Le département il mène une politique en matière d'habitat et de logement qui évidemment n'est pas récente. Le département il est à l'initiative de la création de ce qu'on appelait à l'époque, en 1922, l'Office d'habitat à bon marché. C'est ce qui préexistait à l'habitat à loyer modéré. Et cette politique-là, elle est vraiment menée dans l'objectif de faciliter l'accès au logement des personnes les plus défavorisées dans une logique de cohésion territoriale et d'aménagement maîtrisé du territoire. Le département a mis l'accent sur 2 choses. L'habitat, je vous en parlerai brièvement en termes d'engagement financier de la part du département, mais aussi l'accès au foncier. La maîtrise foncière. Il nous paraît en effet déterminant, en fait, le foncier étant le socle de toutes nos activités, que ce soit le développement économique, l'équipement public, l'habitat, d'avoir une politique de maîtrise foncière partagée avec les collectivités locales pour anticiper justement les besoins actuels, mais aussi ceux à venir, en lien avec le développement qu'on souhaite du territoire. Donc, dans le cadre du plan départemental de l'habitat, le conseil départemental a souhaité renforcer son intervention financière. Au départ, on avait une enveloppe qui avait été actée entre 2021 et 2026 à hauteur de 15 millions d'euros. Et en 2022, de mémoire, on a renforcé ce budget global à hauteur de 21 millions d'euros sur la période 2021-2026. Cette année, le département consacre un petit peu plus de 6,5 millions à la question de l'habitat et du foncier. Alors à quoi ils servent ces 6,5 millions? Ils vont servir à soutenir toute la production d'XL Habitat, mais aussi tous les efforts qui sont faits par les collectivités locales. Je regarde le maire de Saint-Julien-aux-Bornes, parce qu'on en a parlé récemment, et il y a vraiment une volonté de beaucoup de collectivités de partager cet effort-là en réhabilitant ou en créant des logements conventionnés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Donc ça va permettre de soutenir la production, et ça a été le cas aussi l'an dernier, de plus de 500 logements locatifs sociaux. On intervient aussi sur toutes les garanties d'emprunt. Je vous l'ai dit, les bailleurs ont des emprunts qui sont indexés sur le livret A. Par conséquent, la Caisse des dépôts attend que l'épargnant puisse récupérer son argent à tout moment, et il faut que les collectivités, évidemment, se portent garantes de ces prêts. C'est à peu près en année directe 50 millions d'euros d'encours qui sont chaque année garantis par le département. Quand je vous parlais d'XL Habitat, je vous parlais aussi et surtout des ménages qui sont hébergés dans le parc d'XL Habitat, qui est le plus grand propriétaire des Landes, historiquement, et des réponses qu'on peut apporter à la fois aux jeunes en voie d'insertion socio-professionnelle. La SMALA soulignait tout à l'heure un projet de résidence habitat jeune, de résidence sociale foyer de jeunes travailleurs. Alors ça ne s'appelle plus foyer de jeunes travailleurs parce que tous les jeunes ne sont plus des jeunes travailleurs et les statuts sont perméables. On alterne entre de la formation, de l'emploi, de l'inactivité, etc. Dans les Landes, toutes les résidences habitat jeunes, il y en a une à Tarnos, il y en a une à Dax, il y en a une à Mont-de-Marsan, elles sont propriétés d'XL Habitat. Beaucoup d'EHPAD sont aussi propriétés d'XL Habitat. C'est-à-dire qu'en plus du parc de logements familiaux qui est géré au quotidien, évidemment c'est bien plus de 12 000 logements, XL Habitat est aussi sur un certain nombre d'établissements, des résidences autonomie, etc. Donc l'idée c'est vraiment de répondre à travers une diversité de solutions à la problématique des personnes âgées en situation de handicap, des jeunes, des saisonniers, des ménages aux ressources modestes et très modestes prioritairement. Laurent Sylvial a abordé la question des saisonniers. On est en train de développer aussi sur Peyrehorade un autre modèle qui sera la première résidence hôtelière à vocation sociale du département, où l'idée ça a été de retravailler sur d'ex-logements foyers de l'EHPAD de Peyrehorade, qui étaient voués à la démolition, pour les réhabiliter et faire en sorte d'avoir une offre avec accompagnement pour répondre à tous les saisonniers qui sont plutôt des travailleurs du kiwi. Sachant que la communauté de communes du Pays d'Orthe et d'Arrigan, avec l'association Le Relais Saisonnier, avait déjà initié la possibilité d'accueillir des saisonniers itinérants qui, dans leur mode de vie, en fait, se déplacent et vivent en camion. Donc ils avaient aménagé des aires d'accueil pour ces saisonniers. Et on ira un petit peu plus loin avec cette résidence hôtelière à vocation sociale. Tous les saisonniers seront catégorisés comme des publics préfets. Et ça permettra également d'accueillir du personnel de l'EHPAD. Vous connaissez les difficultés aujourd'hui des soignants à trouver des logements abordables, notamment sur les territoires les plus tendus du département. On a cette volonté d'avoir une action qui soit anti-spéculative. On est bien conscient que la collectivité ne peut pas tout faire, et en tout cas ne fera pas tout seul. C'est pour ça que je vous le redis, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique partenariale avec les collectivités locales. Et pour ce faire, on a mis en place différents outils. Certains relèvent vraiment du partenariat, l'instauration de bonnes pratiques entre le public et le privé. Aujourd'hui, le département est en convention avec une vingtaine de bailleurs sociaux qui interviennent dans le département, une vingtaine de promoteurs immobiliers aussi, sous couvert de la Fédération des promoteurs immobiliers. Pourquoi ? Parce que on voulait éviter une spéculation entre les bailleurs, c'est-à-dire éviter finalement que la surenchère se fasse au niveau du foncier pour des bailleurs qui ne sont pas du département, qui s'installeraient et qui travailleraient des opérations en VFA. Alors une VFA, c'est une vente en état futur d'achèvement. Pour nous, particuliers, c'est acheter sur plan. C'est un peu la même chose pour un bailleur social, c'est-à-dire qu'un promoteur fait l'acquisition d'un foncier et puis il va construire et le bailleur va acheter au fur et à mesure. Nous, ce qu'on souhaitait vraiment, c'était que le marché ne revienne pas forcément aux bailleurs qui tenteraient d'acheter les fonciers ou les bâtis le plus cher possible. Et donc on a encadré toutes les transactions avec ce qu'on appelle des prix plafonds, des transactions entre les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers. Et c'est ce qui va nous permettre, si ces conditions-là sont respectées, d'apporter nos garanties d'emprunt. On a aussi, le département est à l'initiative de la création d'un établissement qui mérite d'être connu. Il est probablement insuffisamment connu, c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui. C'est l'établissement public foncier landais. L'EPFL, Landes Foncier, sa vocation, c'est vraiment d'accompagner les collectivités qui souhaitent faire des acquisitions au travers de procédures plus ou moins coercitives, qui n'ont pas forcément le budget immédiatement pour acheter et qui ont besoin de temps pour construire leur projet. Donc l'EPFL, lui, va pouvoir acheter pour le compte d'une collectivité adhérente, va verrouiller le prix pendant 4, 5, 6 ans, voire plus pour de la réserve foncière, et revendra au prix identique, au prix initial d'achat, à la collectivité, ce qui nous permet vraiment d'être dans une logique anti-spéculative.
On a aussi créé une foncière de revitalisation pour le programme Petite Ville de demain. Alors sur le territoire, aucune n'est concernée, hein. On est plutôt sur le fer à cheval qui part de la Bouère, qui passe à l'est du département jusqu'à Peyrehorade, où là on a une vraie problématique de vacances des logements, avec des logements très dégradés. Pour vous donner un exemple, sur la communauté de communes, une des communautés de communes les plus à l'est du département, qui s'appelle Landes d'Armagnac, on a des communes comme Gabarret ou Roquefort qui ont des taux de vacances de logements de longue durée, hein, entre 22 et 24% en centre-bourg. Par contre, le développement qui s'est fait historiquement depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, c'était plutôt une logique de développement en extension. Ces opérations-là, elles sont très coûteuses. Réhabiliter, aujourd'hui, ça nous coûte plus cher que de faire du neuf. Et donc, il a fallu aussi accompagner ces programmes-là. Et donc, on a travaillé avec la SATEL, qui est la société d'aménagement, hein, une société d'économie mixte, à la création d'une foncière de revitalisation. Vous voyez, on a essayé de créer un certain nombre d'outils, toujours dans une logique antispéculative, complémentaire dans l'écosystème, pour arriver à maîtriser le foncier. Quand je vous parlais de l'EPFL, c'est aussi, pour nous, le moyen d'avoir un fonds de minoration. L'EPFL gère pour le compte du département 550 000 € annuels qui vont nous permettre, lorsqu'on produit du logement social, de venir combler une partie du déficit foncier. Si vous êtes sur des opérations de renouvellement urbain, on devra probablement consolider le bâti, peut-être le détruire, le réhabiliter le cas échéant. Et tout ça, évidemment, a un coût. Et vous l'aurez compris, le logement social est conditionné par deux choses, à savoir des plafonds de ressources pour s'adresser en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, et à des plafonds de loyer. Et donc il s'agit de trouver un équilibre sur des territoires particulièrement où le foncier est extrêmement tendu, ou au contraire sur des territoires où le foncier est plutôt détendu, mais où il s'agit de réhabiliter des biens, pour équilibrer les opérations qui, de fait, je vous le dis, sont déficitaires. Les opérations de logement social sont déficitaires, et les subventions aujourd'hui représentent de l'ordre de 5 à 7% des plans de financement des bailleurs sociaux. Tout le reste, c'est du prêt. Donc vous comprendrez la difficulté aujourd'hui dans la conjoncture actuelle pour les bailleurs à faire perdurer leur activité. Heureusement, on y arrive, et on y arrive collectivement. Encore une fois, moi je tiens à le redire, sans ce travail au quotidien et sans cette volonté politique des élus locaux, aux côtés des associations et des habitants, à produire une offre de logement abordable pour chacun, ça ne peut pas fonctionner. Je voudrais enfin quand même vous rappeler que le soutien du département, il se traduit aussi par évidemment tout un travail de partenariat, de collaboration avec les structures qui œuvrent dans le champ du logement et de l'insertion. C'est aussi un partenariat financier. Moi, pour ma part, et c'est absolument pas exhaustif de l'ensemble des subventions du département, mais sur le budget habitat et logement, on a 650 000 € qui vont nous permettre, dans le cadre du plan départemental d'action en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, de soutenir des structures qui, elles, ont pour mission la prise en charge sanitaire des publics vulnérables, la prise en compte des spécificités des publics dans le cadre de l'hébergement et de l'accompagnement, ou encore le maintien des ménages défavorisés dans un logement décent, adapté à la composition de la famille, aux revenus du ménage, avec des coûts d'énergie maîtrisés. Dernière petite information, le département a voté le budget primitif le 28 mars dernier, et on en a profité à cette occasion-là pour soumettre au vote des élus une motion qui vise à inciter, à inviter tous les acteurs compétents à se mobiliser face à la crise du logement. Moi, je voudrais vous rappeler que vous dire que cette motion, elle a été votée à l'unanimité. Ce n'est pas uniquement une question de majorité. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, y compris avec l'opposition, sur une motion qui fait que le département demande notamment au gouvernement de prendre pleinement conscience de la problématique et à consacrer plus de moyens pour faire face à la crise du logement que traverse la France, de revenir sur l'application de la réduction du loyer de solidarité qui réduit la capacité d'investissement des organismes de logements sociaux, de mobiliser du foncier public comme on le fait avec les collectivités locales, comme on le fait avec le foncier qui appartient au département en faveur de la production de logements sociaux, de durcir les règles relatives aux locations de courte durée de type Airbnb qui participent à la raréfaction, et vous savez bien ce qu'il en est, des biens disponibles pour la location classique dans les zones touristiques et les zones dites tendues,
d'étendre les dispositions existantes en matière d'encadrement des loyers, donner la possibilité aux exécutifs des collectivités locales de s'en saisir territorialement, de revenir sur la possibilité d'intégrer le comptage du logement locatif intermédiaire dans les obligations induites par les dispositions de la loi SRU qui fixe pour certaines communes une obligation à hauteur de 20 ou 25% dans la production de logements sociaux. Et évidemment, d'inviter les maires et les présidents de communautés de communes à poursuivre et à intensifier les efforts déployés afin d'augmenter l'offre de logements abordables pour chacun. J'ai peut-être été un peu long, je voulais quand même qu'on puisse avoir une interaction. Hein, pour ma part, voilà, j'en ai fini. Merci. Non, merci pour cette intervention très complète et dans les temps. Donc, nous pouvons embrayer sur la troisième table